Tous plus que 2 jours avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques et la flamme était de retour aujourd'hui à Pékin pour un relais sous haute surveillance. Le parcours soigneusement orchestré a débuté sur la place Tiananmen sous les yeux de Mao Zedong. Seuls les groupes autorisés ont pu y assister. 2 autres parcours sont prévus à Pékin demain et après-demain avant l'entrée dans le stade national. Eux n'ont pas montré patte blanche. 4 étrangers ont défié la sécurité et le pouvoir chinois ce mercredi en appelant au Tibet libre devant le stade national. Les explications, Laetitia Soudi. C'est l'un de leurs plus beaux coups. Une banderole pro-Tibet déployée à quelques mètres du nid d'oiseau, le symbole de ces Jeux Olympiques. Tôt ce matin, les 4 militants, 2 Britanniques et 2 Américains, ont réussi à prendre de court la police chinoise, pourtant omniprésente dans les rues de Pékin. Je suis en haut du poteau et la bannière est déployée. Nous avons mené cette action aujourd'hui pour souligner que le gouvernement chinois utilise les Jeux Olympiques comme un instrument de propagande. Ils cherchent à effacer leur passif en matière de droits de l'homme au Tibet. Les activistes préparaient leur coup depuis longtemps. Ils étaient arrivés en Chine avec des visas de touristes. Mais leur moment de gloire aura duré moins d'1 quart d'heure. Ils ont ensuite été interpellés par la police. C'est la première action spectaculaire en Chine avant les JO, un coup condamné par les organisateurs. La Chine a des lois en ce qui concerne les manifestations et les rassemblements. Nous espérons vraiment que les étrangers qui visiteront le pays respecteront ces lois. Et pour s'en assurer, la sécurité a été renforcée. Pendant les Jeux, les militants vont donc devoir redoubler d'imagination pour se faire entendre. Comme ces 3 Américains rassemblés pour dénoncer la répression étudiante de 1989 sur la place Tiananmen. Après la polémique, on passe au sport avec une chance de médaille pour la France en natation. Après Laure Manodou hier, gros plan aujourd'hui sur Alain Bernard. La révélation de l'année est favori à Pékin. Et pourtant, ce ne sont que ses premiers Jeux. Marianne Théoler. 2,05 m d'envergure. Une musculature impressionnante. Roselyne Bachelot, la ministre des Sports, dit de lui qu'il est superbement carrossé. Alain Bernard est un géant qui nage à la vitesse de la torpille. Depuis le 22 mars dernier, il est l'homme le plus rapide du monde sur 100 mètres. Son temps, 47 secondes et 50 centièmes. À son retour des championnats d'Europe, le recordman du monde a le droit à une escorte et on lui demande son avis sur tout. Bernard, nouvelle star des médias, nouveau favori pour l'or olympique et ça lui fait un peu peur. Je me dis comment tu vas faire ça. Et puis après je dis mais non, tu vois, il n'y a rien à changer, ça doit être une compétition comme une autre, tu dois arriver, bien t'échauffer, bien te concentrer, bien penser ce à quoi tu vas faire. Et le reste ça doit rester autour, quoi. Voilà, ça doit pas me perturber. C'est à Antibes que l'Albatros a pris son envol il y a 2 ans. À l'époque, il vient de quitter le cercle des nageurs de Marseille. Dans ses valises, Denis Auguin, son entraîneur depuis 7 ans maintenant. 7 ans de dur labeur, 7 ans de réflexion. Il faut faire attention à pas s'enflammer parce qu'il suffit de quelques petits détails un peu négligés pour que la machine s'enraye. Donc il faut être très vigilant. Le grand blond sera-t-il aussi invincible que le grand blanc qu'il a tatoué sur le corps? Gagner la guerre du sang, c'est en tout cas un défi à sa mesure. C'est la plus grosse saisie de drogue aux Antilles depuis 5 ans. Les gardes-côtes ont mis la main sur plus d'1 tonne de cocaïne à bord d'un voilier. C'était avant-hier au sud de la Martinique, une prise d'environ 45 millions de dollars. L'affaire des frégates de Taïwan, à nouveau dans l'actualité, le procureur de la République de Paris a requis un non-lieu dans cette affaire. Le parquet l'a confirmé ce matin. L'information avait été révélée dans le Figaro. Marie-Laurent. Peut-être l'épilogue d'un long feuilleton politico-industriel à rebondissement. Tout remonte à 1991. À l'époque, la France décroche un contrat record de 2,8 milliards de dollars pour la livraison de frégates furtives de dernière génération à Taïwan. Mais très vite, Taïwan évoque d'importants dessous de table versés notamment à un homme d'affaires qui aurait facilité la signature du contrat.
Tout se complique quand les noms d'Alfred Sirven, Christine de Viéjoncourt ou encore Loïc Le Floch-Prigent sont cités. Ces 3 anciens dirigeants du groupe pétrolier Elf seraient, dit-on, intervenus pour faciliter la négociation. Ce que dément formellement le groupe Thomson devenu Thales qui avait fourni les frégates. L'instruction n'a jamais fait la lumière sur ces malversations, d'autant que la France s'est toujours refusée à lever le secret défense sur les documents. Dans le réquisitoire qu'il vient tout juste de signer, le parquet déboute le groupe électronicien. Selon lui, la tentative d'escroquerie ne tient pas. Il revient maintenant au juge Renaud Van Ruybeck et Xavier Simeoni de mettre fin au feuilleton en France. Mais leur décision risque fort de ne pas plaire à Thales, à qui Taïwan demande toujours la restitution de 800 millions de dollars au titre des commissions indûment versées. Le groupe industriel entend bien se battre pour ne pas avoir à régler la facture. Alors qu'on parle du détricotage des 35 heures, l'enquête emploi de l'INSEE pour 2007 prouve que les Français travaillent plus, parfois jusqu'à 60 heures par semaine. Autre constat, les difficultés des femmes et des seniors sur le marché de l'emploi. Les détails de Valentine Amado. En 2007, la France était déjà partiellement sortie des 35 heures. Les Français travaillaient en moyenne 41 heures par semaine pour un temps complet. Les plus gros travailleurs sont les agriculteurs avec près de 60 heures par semaine, suivis de près par les artisans et les commerçants qui cumulent 55 heures, puis les cadres qui déclarent en moyenne 44 heures par semaine. Cependant, l'INSEE souligne la précarisation du travail en France. Intérim, stage, CDD et contrats aidés. Le travail précaire a augmenté de 1% depuis 2004 et concerne 12% des salariés. Le travail à temps partiel, lui, impliquerait 17,2% des travailleurs. Ce sont les femmes qui occupent le plus ces emplois, soit une femme sur 3. D'autre part, l'enquête confirme la tendance. Ce sont les plus de 50 ans qui ont le plus de mal à retrouver du travail. En 2007, ils étaient 60% à chercher un emploi depuis au moins un an. Et à tous les âges, ce sont les femmes qui sont le plus au chômage. Malgré une baisse du chômage en 2006, la France comptait plus de 2 millions de chômeurs en 2007 selon le Bureau international du travail pour 25,6 millions d'actifs. Des accusations inacceptables, réaction de Paris après les conclusions d'une commission d'enquête sur le génocide au Rwanda. Le rapport rendu public hier par le ministre rwandais de la Justice met en cause directement 13 dirigeants français accusés de complicité dans la préparation et l'exécution du génocide. Un coup d'État en Mauritanie, des militaires retiennent depuis ce matin le président et son premier ministre à Nouakchott. Les putschistes organisés en Conseil d'État ont annulé les dernières nominations au sein de l'armée décidées par le président. Le Quai d'Orsay, en France, annonce la mise en place de mesures pour assurer la sécurité des quelques 2000 Français installés en Mauritanie. L'adieu à Alexandre Solzhenitsyn, l'écrivain russe, a été porté en terre aujourd'hui au monastère Donskoï à Moscou à l'issue de ses funérailles en présence du président russe Dimitri Medvedev. Les explications Ksenia Bolchakova. Après l'hommage rendu hier à l'Académie des sciences, le corps du prix Nobel a été transféré ici au monastère Donskoï à Moscou. Alexandre Solzhenitsyn l'a choisi de son vivant comme dernière demeure, un lieu symbolique où reposent plusieurs figures de l'anti-bolchevisme. Debout près du cercueil, sa veuve Natalia, ses 2 fils et leur famille, pour une cérémonie religieuse traditionnelle empreinte de solennité et d'émotion. Dmitri Medvedev était là lui aussi. Le président a interrompu ses vacances pour présenter personnellement ses condoléances à la famille de l'écrivain. Devant le monastère, un millier de personnes réunies pour rendre un dernier hommage à l'auteur de l'archipel du Goulag. Des anonymes surtout, mais aussi quelques personnalités mêlées à la foule. L'ancien Premier ministre Evgeny Primakov, l'écrivain Valentin Raspoutine ou encore un des leaders du mouvement d'opposition L'autre Russie, Édouard Limonov. Au-delà des polémiques, des désaccords, c'est la vision d'une Russie entière unie dans le deuil qu'offrent ces funérailles. Et tous ont suivi la procession jusqu'à la mise en terre, derrière les 6 soldats en uniforme portant le cercueil et l'officier de la garde tenant un portrait du prix Nobel. Alexandre Solzhenitsyn a été inhumé quelques minutes plus tard au pied de la chapelle de Saint-Jean-Climac. Un adieu solennel à celui qui a dépeint comme personne l'univers concentrationnaire soviétique, à celui qui a su révéler son existence au monde. Mercredi oblige, direction les salles obscures à présent. La Momie 3 de Rob Cohen sera face au Petit cochon québécois de Patrick Huard et aux Dents de la nuit de Stéphane Cafiero et Vincent Lobel. Marie-Laurent.
Sam, Prune et Alice ont dégoté des places pour une soirée aussi mystérieuse que prestigieuse, sans savoir qu'ils serviront de hors-d'œuvre. Les Dents de la Nuit de Stéphane Caffiro et Vincent Lobel s'annoncent comme une comédie sauce vampire, du sang, des morts et des rires. Ah, ça sent pas bon là. Ah non mais ça c'est normal, c'est parce qu'il y a de l'humidité, tu sais, c'est un vieux château. Autre réalisation française, La Saison des Orphelins, premier long métrage de David Tardet. Enfant, Alexandre Gérard vivait chez le châtelain Monsieur de Montferrand avec 6 autres orphelins qui ont tous disparu. 30 ans plus tard, il reçoit une photo de lui et décide de revenir au château. Les Trois Petits Cochons, le premier long métrage de l'acteur et humoriste québécois Patrick Huard. 3 hommes se retrouvent au chevet de leur mère tombée dans le coma pour un débat sur les avantages et les inconvénients de l'infidélité. Tombe, il est dit qu'elle contrôlait les 5 éléments. C'est le tombeau de l'empereur Dragon et de son armée. Enfin, l'empereur Han dormait depuis 2000 ans et Rick O'Connell l'a réveillé. Dans ce 3e volet de La Momie, l'archéologue va devoir compter sur sa famille pour affronter un ancêtre armé de 10 000 guerriers qui souhaitent dominer le monde. C'est bien les gentils morts vivants, c'est ça. Prochain journal dans quelques instants. La météo avec Altergaz, fournisseur de gaz naturel pour les professionnels et les particuliers.